Europe 1, Pascal Praud. Joël Dicker est donc l'auteur le plus suivi en France, notamment sur les réseaux sociaux. Plusieurs romans traduits en 40 langues qui se sont vendus à 15 millions d'exemplaires. Et c'est vrai que j'imagine que pour beaucoup de gens, vous incarnez une sorte de modèle. Beaucoup d'écrivains écrivent, très peu sont lus. Aujourd'hui, quand un roman est lu par 1000, 2000, 3000, 4000 personnes en France, c'est ça la vérité des chiffres bien souvent. Et vous, vous en vendez à des milliers et même des millions. Pourquoi, à votre avis, ça marche? Pourquoi vos histoires rencontrent-elles le public? D'abord, je crois que s'il y avait une recette qui permettait à tous les livres d'avoir un succès fou, tous les auteurs du monde seraient très heureux, tous les éditeurs du monde seraient très heureux, tous les libraires. Donc c'est difficile de pouvoir analyser ce succès très concrètement. Mais ce que je peux retrouver dans ma façon de travailler, que je retrouve dans les réactions que le public a, c'est le plaisir. Les gens ont du plaisir à lire et les gens retrouvent dans ce que j'essaie de faire, c'est mon ambition et j'espère que j'y arrive très modestement, mais c'est de donner du plaisir, d'offrir un divertissement, de redonner au divertissement qui est devenu un gros mot, quelque chose auquel on ne peut pas toucher, surtout en littérature, de lui redonner ses lettres de noblesse et sa place dans le quotidien. La littérature, elle a cette fonction de nous sortir de notre quotidien. On n'est plus dans le bus, on n'est plus dans le métro, on n'est plus dans les soucis qu'on peut connaître et qu'on a tous les jours avec notre boulot, notre famille ou peu importe. On est dans un livre. Et le livre, en plus de ça, vous apporte cette satisfaction extraordinaire de vous faire travailler l'esprit. Puisque quand vous êtes lecteur, vous créez, vous vivez dans un monde que vous avez créé puisque vous imaginez. Et la lecture peut tout ça. Et il faut faire lire. Ça, c'est l'urgence. C'est quelque chose je crois beaucoup. C'est qu'il y a une urgence à faire lire. Et on a un atout, je vais vous dire lequel. C'est que tout le monde aime lire, mais que tout le monde ne le sait pas encore. Alors, c'est aussi pour ça que vous êtes venu ce matin, c'est pour parler de la lecture. Vous avez employé le mot littérature. Est-ce que certains peuvent contester parfois que raconter une histoire, ce n'est pas forcément de la littérature, que la littérature, c'est autre chose? Mais que les pleurnicheurs partent. On n'a plus le temps de pleurnicher. On est là dans une vraie urgence, je crois, parce qu'on est dans un monde où la littérature, à force de se regarder le nombril, à force de se demander ce qu'est la littérature et ce qui n'en est pas, est-ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut pas lire, et si on est un lecteur ou un grand ou un petit, s'est fait dépasser par tout le monde. Par le sport, par la musique, par la série télé, par le cinéma. La littérature qui était ce qui nous rassemblait. La littérature, qu'est-ce que c'est? Ce sont les feuilletonistes qui faisaient lire le journal aux gens parce qu'on voulait savoir ce qui se passait. C'est Alexandre Dumas, c'est Joseph Conrad. C'est tous ceux qui ont d'abord écrit, non pas des romans, mais qui ont écrit dans les journaux des feuilletons, c'est-à-dire ce que la série télé fait aujourd'hui. Elle n'a rien inventé, elle l'a prise à juste titre, parce que c'est ceux qui l'ont fait le mieux chez les feuilletonistes, ceux qui ont amené le roman de souffle. Et aujourd'hui, la littérature, elle pourrait nous réunir. Elle permet dans un monde où on s'entend de moins en moins, on a de moins en moins la capacité à se parler, où nos divergences nous opposent tellement qu'on passe nos journées à s'insulter sur les réseaux sociaux, eh bien, on a les livres qui nous permettent de nous retrouver, et peu importe qu'on lise un livre par jour ou un livre par an, peu importe qu'on soit de gauche, de droite, du milieu, ou qu'on croit en ci ou en ça, quand on lit un livre, on se retrouve autour de ce livre, et ça, je pense que c'est un des piliers majeurs de la démocratie, c'est de pouvoir se retrouver autour de quelque chose qui nous plaît et qui nous parle. Émilie Dès parlait de sa fille qui est sensible à la lecture. Je me demandais si c'est souvent des femmes qui lisent en France. Je me demandais si vous aviez un public plutôt féminin ou masculin, ou si vous le savez. Mais si je crois tellement en ce que je vous dis, c'est parce que je vois mes lecteurs, surtout en ce moment, puisque j'ai un livre qui vient de paraître, et donc je suis en librairie, je signe, et je vois devant moi un panel de lecteurs tellement large, qui va de 12 à 95 ans, avec des gens qui sont hommes et femmes, qui sont jeunes ou moins jeunes, qui sont de tous bords, de toute opinion, qui sont de tout statut, qui lisent beaucoup ou très peu. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que la littérature, elle permet ça. Elle a ce pouvoir de nous rassembler, et je crois qu'elle est dans une mauvaise passe aujourd'hui, parce qu'on est encore en train de se demander si est-ce qu'un livre qui raconte une histoire, c'est vraiment un bon livre? Ouh là là, ce livre est un page-turner. Bon. Attention, ça veut dire qu'on veut tourner les pages. Bouchons-nous le nez. Page-turner, c'est l'expression que j'ai employée pour la vérité sur la Ferrari Kébert. Alors, Un animal sauvage. Oui. Donc, c'est le livre qui est sorti il y a quelques jours. Qui est sorti il y a un mois. Bon, c'est 30 jours. Bon, je vais raconter, c'est le 2 juillet 2022, il y a deux malfaiteurs qui sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève, mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers, et 20 jours plus tôt, dans une banlieue cossue des rives du lac Léman, Sophie Braun s'apprête à fêter ses 40 ans, la vie lui sourit, elle habite dans sa famille, dans une magnifique villa bordée par la forêt, mais son monde idyllique va commencer à vaciller. On se demande toujours, dans ces cas-là, combien de temps vous mettez à écrire un roman comme celui-là? Ce roman-là m'a pris 2 ans. C'est ma moyenne en général. Ça dépend parce que je travaille sans plan.
Vous me demandiez avant ce qui pouvait faire que mes livres procurent du plaisir, c'est que moi, j'ai pas de plan pour avoir justement le plaisir de ne pas savoir. C'est-à-dire que vous ne savez pas, à la fin, quand vous commencez plus exactement la fin du livre, vous ne savez pas où vous allez aller. Je connais même pas le milieu, je connais à peine le début et encore. Donc ce livre commence sur un braquage. On est le 2 juillet 2022 à Genève dans une bijouterie. 2 braqueurs entrent dans la bijouterie, le braquage commence, ils enclenchent leur chronomètre, ils ont 7 minutes. Et je commence ce livre par cette scène, évidemment que je la reprends, que je la retravaille, mais cette scène avec ces idées-là sont là. Et puis ensuite, de là, je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qui sont ces braqueurs ? Pourquoi ? Et donc, je me mets à écrire, je me mets à imaginer, et j'ai envie de savoir. Et ce plaisir-là, il est très important pour moi. Quand vous dites 2 ans, c'est tous les jours ? 2 ans, c'est tous les jours. C'est dur de quantifier, parce que 2 ans, c'est tous les jours. Et c'est combien d'heures par jour ? Mais c'est combien d'heures ? Il y a des jours où vous passez 12 heures sur votre page ou devant votre écran où il se passe absolument rien. Il y a des jours où vous écrivez 40 pages que vous allez jeter le lendemain parce que c'est très mauvais. Et il y a des jours où vous n'allez rien écrire, mais tout d'un coup, à la fin de la journée, pendant que vous faites vos courses, l'idée vous vient et vous vous débloquez complètement. Parce que l'écriture, au fond, c'est une succession de blocages que vous débloquez les uns après les autres et qui vous amènent à une histoire. Vous dites toujours, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je dois faire là ? Et souvent, les moments clés, ils vous viennent quand justement vous êtes plus concentré sur ça, mais que vous pensez à autre chose et que ça se débloque. Simon disait que c'est impossible de vivre avec un écrivain, parce que même la promenade qu'il fait à 13h, parce qu'il se promenait en plus toujours Simon, il ne pense qu'au livre. Et c'est vrai que vivre avec un écrivain, c'est un des rares métiers. Vous voyez, le métier que je fais, moi, quand je rentre chez moi, je pense pas à mon émission, c'est fini. Je pense que les médecins, beaucoup de métiers, on décroche, comme on dit. Je pense que vivre avec, et même sans doute des chanteurs et même d'autres artistes, je pense que l'écrivain, tant que vous êtes dans votre bouquin, ça ne s'arrête jamais. Ah, c'est atroce. Demandez à ma femme, hein. Non, c'est terrible parce que vous êtes toujours ailleurs. Et on me dit, oulala, vous écrivez tous les jours, vous êtes très discipliné. Et je dis non, la discipline pour moi, c'est pas écrire, c'est de pas écrire. C'est justement, c'est arriver à un moment donné à sortir de là et à être en communication avec le vrai monde. Il y a une phrase comme ça de Dos Passos qui disait « J'ai toujours eu le sentiment de vivre dans la pièce d'à côté ». et effectivement d'être à côté des autres, mais bon, en même temps, j'imagine que vous êtes dans la vraie vie aussi. Nous sommes avec Géraldine, d'habitude, pour tout vous dire, c'est les vacances scolaires, et à la place de Michael Poteau, qui est là, nous avons une jeune femme charmante, 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 qui est une grande fan de vous, qui s'appelle Géraldine Laffitte. Et elle est avec nous. Géraldine Laffitte, non mais franchement. Elle ne s'appelle pas Géraldine Laffitte du tout, parce que le réalisateur s'appelle Laffitte, et il se trouve que le réalisateur, je vous dis tout, Monsieur Dicker, est à Morlaix par le plus grand des hasards, avec Géraldine qui est également à Morlaix. A priori, ils ne sont pas ensemble, je dis bien a priori. On a des doutes. Mais on a quand même des doutes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Géraldine, aimez-vous particulièrement Joël Dicker, et peut-être avez-vous une question à lui poser. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Déjà bonjour Joël Dicker, vous ne savez pas comment je suis très déçue de ne pas être en studio là aujourd'hui, parce que vraiment... oui, voilà, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous plaît ? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui me plaît chez Joël Dicker ? Moi j'ai commencé par lire La vérité sur l'affaire Harry Kéber, donc il y a 10 ans de ça. Et franchement, c'est déjà du suspense. C'est comme vous disiez Pascal, comme vous l'avez toujours dit sur Joël Dicker, c'est un page turner et on s'attache au personnage. Et en fait, moi, c'est Joël Dicker, et comme ma famille aussi a lu ses bouquins, c'est qu'en fait on est impatient de retrouver les personnages et de savoir ce qui va se passer. Alors, il y en a qui peuvent terminer des livres en une nuit. Moi, c'est pas le cas, mais moi, c'est le genre de bouquin que j'ai envie de retrouver la journée au réveil, quand je prends le métro, parce que je lis dans le métro, quand le soir, je vais m'endormir. Et c'est ça, Joël Dicker. Et c'est la même chose qui est arrivée. Moi, j'ai lu Un animal sauvage, je l'ai terminé, je l'ai lu en une semaine. Et c'est ça. Alors, Un animal sauvage, le livre est tellement différent des autres parce qu'il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de qui a tué qui. Mais on est dans l'action et on s'attache aux personnages. Et voilà. Donc les 5 personnages dont il est question, je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais on s'y attache et on a envie de savoir comment ça se termine. Et on est triste quand on a terminé le livre. Et moi, j'attends avec impatience ce prochain Joël Dicker. Voilà. Merci. Voilà, c'est sincère, en fait.
Non, mais je pense que, est-ce que dans ce que dit Géraldine, vous retrouvez l'essence de ce que vous entendez dans les journées de signature? Oui, et ça me touche beaucoup parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je vis moi comme lecteur. Parce que je suis auteur, d'abord parce que j'aime lire et parce que j'ai lu des livres qui m'ont donné envie, moi aussi, de me mettre là-dedans. Et puis c'est ce que je vis aussi comme auteur quand j'écris. C'est-à-dire que on ne peut pas prédire le succès du livre. J'ai la chance d'avoir ce succès-là, qui durera ce qui dure. On sait que le succès est une courbe de Gauss, donc il monte, il redescend. Et je me rends bien compte aussi que le succès il dépend beaucoup d'un facteur chance, de la presse, de beaucoup de choses qui ne sont pas entre vos mains. Mais ce que vous, auteur... Oui, mais Harry Kéber, par exemple, personne, vous étiez inconnu, Harry Kéber. Complètement inconnu. Donc il y a eu quelque chose, manifestement. Je pense que le bouche à oreille pour les romans est quand même très important. C'est très important. Il y a eu le bouche à oreille et il y a eu quelque chose de très important pour lequel il faut se lever et se battre, ce sont les libraires. On oublie à quel point les libraires sont des éléments précieux et moteurs du monde dans lequel on vit, parce que les libraires vont vous faire lire des livres que vous ne connaissez pas. Et on est tous obsédés par les achats en ligne, qui peuvent être parfois très pratiques, qui peuvent permettre d'avoir accès à des livres, je parle pour les livres là, à des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas accès à des livres, qui vivent à l'étranger, peu importe. Mais quand vous êtes valide, mobile et capable d'aller dans une librairie, allez en librairie, parce que le libraire, il va vous dire, lisez ça. Vous allez voir ce livre, vous allez dire, ah mais je sais pas. Harry Kéber, c'est ça. Le libraire dit, prenez ce livre, c'est formidable. Et les gens disaient, mais ce gros livre, 600 pages, presque 700, auteur que je connais pas, la couverture me dit rien, le résumé est compliqué, non, je crois pas à lecteur, allez-y, prenez-le. Et il y a des libraires qui disaient, prenez-le et si vous n'aimez pas, je vous rembourse. Et c'est comme ça qu'on découvre d'autres choses. C'est ça que la littérature peut, elle nous permet de découvrir autre chose. Dans la fabrication du livre, il y a toujours une question tout à l'heure qui est intéressante, que vous soulevez. Vous avez dit, j'écris 40 pages et puis je les mets à la poubelle le lendemain. Le regard de l'auteur sur ce que vous avez écrit et la part de correction, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à évoquer avec un auteur. Jean d'Ormesson disait que la page publiée, c'est la 9e. La 9e qu'il a réécrite, donc ça veut dire qu'il en a acheté 8 avant d'arriver. Bon, est-ce que vous écrivez d'un trait ou est-ce que ça demande beaucoup de corrections? Non, il y a des mois de correction. Il y a déjà des corrections pendant la fabrication même du livre, pendant l'écriture du livre. Je vais en arrière et je reviens puisque j'ai pas de plan, donc je reviens sans cesse en arrière en me disant ah mais si à la page 100 en fait je veux qu'il se passe ça, il faut qu'à la page 20 il faut qu'il se passe ça, il faut que le début change. Donc je suis constamment en train de réécrire mon propre livre. Et puis, quand on arrive finalement à la fin de la première version, c'est-à-dire le livre fini avant les corrections qui vont durer des mois, on a retranché probablement déjà presque la moitié. Donc un livre de 400 ou de 500 pages, c'est 800 ou 1000 pages qui sont écrites et qu'on enlève. Et puis ensuite, pendant 6 ou 7 mois, vous relisez votre livre. Et là, vous êtes tout seul? Ou est-ce que votre femme, par exemple, parliez de votre épouse, est-ce qu'elle jette un œil? Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce que vous écoutez? Oui, c'est très important. Alors ma femme lit, mais j'ai surtout des gens qui travaillent avec moi, qui font le travail éditorial, qui lisent, qui me conseillent, qui font des remarques et qui permettent justement. C'est un moment très important parce que après avoir passé 1 an et demi à écrire tout seul et d'avoir montré ce texte à personne, parce que je considère qu'il faut que le livre soit fini pour être lu, parce que si le livre n'est pas fini, il manque un bout. Vous voyez, il y a des livres qui sont ennuyeux à mourir jusqu'à la dernière page et la page finale est géniale et vous dites c'est génial. Donc il faut arriver au bout. Il y a des livres qui sont très bons, la dernière page est mauvaise, et vous dites c'est horrible. Donc, alors ça, c'est le problème du polar. Moi, j'ai arrêté un moment de lire des polars parce que pendant 500 pages, tu étais en haleine et puis la dernière page était tellement décevante. La solution du polar. Bah, vous êtes d'accord, mais vous lisez pas de polar. Donc je vous connais. Je voulais faire semblant. Mais bon, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. La fin. Évidemment, c'est la fin qui met en lumière, bien souvent, un livre. Surtout, c'est important ce que vous dites, parce qu'il y a tellement de livres qui paraissent. Et les gens, on est tous très occupés, n'ont pas beaucoup de temps de lire. Donc, quand ils choisissent un livre, quand ils vous font l'honneur, à vous, auteurs, de choisir votre livre plutôt qu'un autre, il faut que l'enjeu de lecture en vaille la peine. L'enjeu, il est très important. Ça veut dire que les 500 pages que vous allez lire, à la fin des 500 pages, il faut que vous vous disiez « Ah, waouh, ça valait vraiment la peine d'avoir consacré ce temps-là à ce livre ». C'est trop court, malheureusement, parce qu'il est 12h48 déjà et on est obligé d'arrêter Olivier. Petite anecdote juste sur Florian Carassoumaillon, qui est notre programmateur d'émission. En fait, il lit vos bouquins
et il montre bien qu'il lit du Joël Dicker sur les terrasses de Paris pour, pourquoi pas, attirer des jeunes femmes, etc. Parce que c'est classe de lire du Joël Dicker. Non, mais c'est vrai. C'est sa technique en terrasse de Paris. Et ça marche. Mais c'est vrai que mais on a tous fait ça quand on avait 20 ans. Tu lisais, voilà, alors tu lisais Proust comme ça, voilà, à la terrasse. Ah, vous aimez Proust? Oui, ah bah oui. Alors, ça vous plaît? On a dû faire des bêtises pareilles, évidemment. Ça a été adapté à Harry Kéber au cinéma. Harry Kéber a été adapté en série télé, réalisée par le grand Jacques Hano. Oui, c'est vrai, exactement. Et qui est disponible, ça a été adapté il y a 4 ans maintenant. 12h48, vraiment merci, c'est trop court malheureusement et on aimerait vous écouter parce que vous êtes passionnant et j'espère que vous allez venir à Europe 1 longuement, pourquoi pas avec Isabelle Morizet pendant 1 heure pour parler de votre œuvre ou pourquoi pas avec l'ami Didier Barbelivien également.